Mon père n'est pas venu à mon mariage. Mais quand ma chaîne d'hôtels de 580 millions d'euros a fait la une, papa m'a envoyé un SMS, dîner de famille à 19h. Discussion importante. Je suis arrivé avec le. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 32 ans et je vis à Lyon. Je n'oublierai jamais le silence à l'intérieur de cette église. C'était censé être le plus beau jour de ma vie, mais tout ce que je pouvais regarder, c'était la chaise en bois vide au premier rang. Mon père n'était pas là. 10 minutes avant que la musique ne commence, mon téléphone avait vibré dans ma main. Je me souviens avoir fixé l'écran, ma robe blanche tremblant autour de moi. C'était un SMS de sa part. Il ne disait pas « je t'aime ». Il ne disait pas « je suis désolé ». Il disait juste « ne peut pas venir ». Réunion importante. J'ai dû ravaler mes larmes, relever le menton et descendre l'allée seul. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que je ne comptais pas pour lui. J'étais invisible, sauf si j'étais utile. Mais aujourd'hui, tout a changé. Mon visage est aux informations. Ma chaîne d'hôtels vient d'atteindre une valorisation de 580 millions d'euros. Et soudain, pour la première fois depuis des années, mon téléphone a vibré avec son nom. Réunion de famille 19h. Ne sois pas en retard. Il pense qu'il peut me convoquer parce que maintenant j'ai de l'argent. Il pense que je suis toujours cette petite fille désespérée qui attend son approbation. Mais il a tort. Il est sur le point de rencontrer la femme qu'il a créée en laissant cette chaise vide. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 32 ans. J'ai grandi dans une maison qui était toujours froide, même en plein été. Nous vivions à Lyon, une ville connue pour sa grisaille, mais l'humidité à l'intérieur de notre maison n'avait rien à voir avec le temps. C'était une froideur qui venait du silence. C'était un frisson qui venait du fait de savoir que vous étiez présente, mais pas vue. Mon père, Jean-Pierre Dubois, était un homme qui prenait beaucoup de place. Il était bruyant au téléphone, sa voix tonitruante de rire quand il était avec ses partenaires commerciaux, et exigeant quand il parlait au personnel. Mais quand il me regardait, ses yeux devenaient vides. C'était comme si j'étais un meuble qu'il avait oublié d'acheter. Ma mère, Evelyne, était son ombre. Elle passait sa vie à apaiser l'atmosphère autour de lui, s'assurant que rien ne le contrariait. C'était une femme nerveuse, toujours à se tordre les mains, ses yeux se dirigeant constamment vers la porte pour voir s'il était déjà rentré. Elle m'aimait, je crois, mais elle l'aimait plus. Ou peut-être qu'elle le craignait plus. Et puis il y avait Étienne, mon frère aîné. Si j'étais le meuble, Étienne était le fils. Toute la maisonnée tournait autour de son orbite. Si Étienne avait un match de foot, toute la famille y allait. Papa quittait le travail plus tôt. Maman préparait des encas. Si Étienne avait un 10 sur 20 sur un bulletin, un tuteur était engagé le lendemain, et papa s'asseyait avec lui pendant des heures, l'encourageant, lui disant qu'il était destiné à de grandes choses. Quand j'obtenais d'excellentes notes, papa hochait simplement la tête et tournait la page de son journal. Je me souviens d'un mardi en particulier, quand j'avais 12 ans. C'est un souvenir gravé dans ma mémoire car c'est le jour où j'ai arrêté de demander de l'attention et où j'ai commencé à m'attendre au silence. Je m'étais inscrite à un concours scientifique régional. J'avais passé 3 mois à construire un modèle complexe de système de filtration d'eau durable. J'y avais travaillé tous les soirs dans le garage, portant la vieille chemise de travail trop grande de papa. J'en étais fier. J'avais remporté la première place dans mon école et maintenant j'allais à la finale régionale. La finale avait lieu ce mardi soir. 2 semaines avant, j'ai demandé à papa de venir. Je regarderai mon agenda, Amélie, dit-il, sans lever les yeux de son ordinateur portable. 1 semaine avant, je le lui ai rappelé. J'ai dit que j'essaierai, Amélie. Arrête de marceler. Les affaires sont chargées en ce moment. Le matin du concours, je me tenais dans la cuisine, l'estomac noué. Étienne mangeait des céréales en se plaignant de son entraînement de foot. Papa, dis-je d'une petite voix. Le concours commence à 18h ce soir. La remise des prix est à 19h. Papa prit une gorgée de café. Il regarda sa montre. J'ai une réunion avec les investisseurs de Tokyo. Amélie, tu sais que c'est un gros contrat pour l'entreprise. Mais tu as dit que tu essaierais, murmurai-je. Essayer ne veut pas dire promettre, lança-t-il. Ne sois pas dramatique. Ta mère ira. Je regardai maman. Elle me fit un sourire triste et désolé. Je ne peux pas, ma chérie.
Étienne a besoin que je le conduise pour son match à l'extérieur à Saint-Étienne, et ton père a besoin de l'autre voiture. Je suis resté là, tenant la sangle de mon sac à dos si fort que mes jointures sont devenues blanches. Donc, personne ne vient. C'est juste un concours de science, Amé, marmonna Étienne, la bouche pleine de lait. Ce n'est pas comme si c'était les phases finales. Je suis allé au concours seul. J'ai installé mon projet seul. Quand les juges sont passés, j'ai expliqué mon système de filtration d'eau d'une voix claire et assurée, même si mon cœur se brisait. J'ai regardé d'autres enfants taper dans la main de leur père. J'ai regardé des mères serrer leurs filles dans leurs bras. Je me suis tenu près de mon stand, souriant, un faux sourire, prétendant que je m'en fichais. J'ai remporté la 2e place de toute la région. Ils ont appelé mon nom sur la grande scène. Amélie Dubois. J'ai monté les escaliers. Le projecteur était brillant et chaud. J'ai regardé dans l'auditorium sombre, cherchant un visage familier. Justin. Peut-être que papa avait terminé sa réunion plus tôt. Peut-être que maman avait déposé Étienne et était revenue en courant. Mais les sièges étaient remplis d'inconnus. J'ai pris le ruban. J'ai serré la main du juge et j'ai quitté la scène. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison était sombre. Ils dormaient tous. J'ai posé le ruban rouge sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la cafetière où papa le verrait le matin. Le lendemain matin, le ruban avait disparu. Maman avait rangé. Personne ne l'a mentionné. Personne n'a demandé comment ça s'était passé. Au petit déjeuner, papa parlait du match d'Étienne. Il a failli marquer en 2e mi-temps, dit papa, rayonnant, en tapant dans le dos d'Étienne. C'est mon garçon. Tu as la niaque, mon fils. Tu as l'instinct du tueur. J'étais assise là, mangeant mon toast, me sentant invisible. C'est ce jour-là que j'ai appris la règle de la maison Dubois. L'amour était une monnaie, et j'étais en faillite. J'ai passé le reste de mon adolescence à essayer de gagner cette monnaie. Je pensais que si j'étais assez parfaite, assez silencieuse, assez réussie, il finirait par me voir. J'ai été diplômée major de ma promotion. J'ai été admise dans une grande école de commerce. J'ai appris à jouer du piano. Je me suis maintenue en forme et bien habillée, mais rien n'y faisait. J'étais juste Amélie, l'enfant en trop, le plan B. Je me souviens avoir demandé une fois à maman, quand j'avais 20 ans, pourquoi papa était si dur avec moi, pourquoi il ne semblait jamais s'en soucier. Maman soupira, regardant la pluie par la fenêtre. Il se voit en Étienne, Amélie. Il voit son héritage. Avec toi. Il ne sait tout simplement pas quoi faire d'une fille. C'est un homme d'affaires. Il comprend la valeur. Il ne voit juste pas enfin, il subit beaucoup de pression. Il ne voit pas ma valeur, dis-je. Il t'aime à sa manière, répondit-elle. C'était toujours sa phrase. À sa manière. Mais l'amour ne devrait pas être une énigme à résoudre. Ça ne devrait pas être un code secret. L'amour devrait être évident. Il devrait être là quand vous gagnez, et il devrait être là quand vous perdez. J'ai alors réalisé que j'attendais un train dans un aéroport. J'attendais quelque chose qui n'arriverait jamais. Mais malgré tout, une partie stupide de moi s'accrochait. Je me suis accroché jusqu'au jour de mon mariage. C'est ce jour-là que le dernier fil a finalement cédé. J'ai rencontré Daniel quand j'avais 24 ans. Il était tout ce que ma famille n'était pas. Il était chaleureux. Il m'écoutait quand je parlais et il ne se souciait pas de l'argent ou du statut. Il était architecte paysagiste. Il construisait des jardins, des parcs et des lieux tranquilles. Il m'aimait simplement et bruyamment. Quand nous nous sommes fiancés, j'ai senti une lueur d'espoir. Un mariage est un grand événement familial. C'est traditionnel. Mon père aimait la tradition. Il aimait les apparences. Sûrement, pour le mariage de sa fille unique, il serait à la hauteur. J'ai planifié le mariage pendant 1 an. Je voulais qu'il soit parfait, pas seulement pour moi, mais pour eux. Je voulais donner à mon père un rôle qui le rendrait fier. Je suis allé à son bureau pour lui poser la question. J'ai pris rendez-vous avec sa secrétaire, ce qui était le seul moyen de m'assurer d'obtenir 5 minutes de son temps. Je suis entré dans son immense bureau d'angle. Il était au téléphone, comme d'habitude. Il m'a fait signe de m'asseoir et a continué à parler pendant 10 minutes pendant que j'étais assise là, lissant ma jupe. Finalement, il a raccroché.
Qu'est-ce qu'il y a, Amélie? J'ai un déjeuner d'affaires dans 20 minutes. Je voulais te demander quelque chose, papa. À propos du mariage. Combien ça va coûter? Demanda-t-il immédiatement, attrapant son chéquier. J'ai dit à ta mère de s'occuper du budget. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je. Je veux que tu me conduises à l'hôtel. Je veux que tu me donnes en mariage. Il s'arrêta. Il me regarda, et pendant une seconde, j'ai vu une lueur de quelque chose de doux dans ses yeux. Peut-être que c'était de la nostalgie. Peut-être de la culpabilité. Bien sûr, dit-il. C'est le devoir du père. Je serai là. Promis, demandai-je. Pas de réunion, pas de voyage d'affaires. Je te le promets, Amélie. Je serai là. Je me suis accroché à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Les mois passèrent. La planification était stressante. Maman s'est plainte des fleurs que j'avais choisies. Étienne faisait des blagues sur le travail de Daniel, l'appelant un jardinier. Mais je m'en fichais. Papa allait me conduire à l'hôtel. Ce serait le moment où nous nous connecterions enfin. Le dîner de répétition a eu lieu la veille du mariage. Nous avions loué une salle privée dans un bon restaurant de fruits de mer. Les parents de Daniel étaient là, gentils et souriants. Ma mère était là, l'air anxieux. Étienne était là, vérifiant son téléphone toutes les 5 secondes. Mais la chaise de papa était vide. Où est-il? Demandai-je à maman. Il a été retenu, chuchota-t-elle. Une crise au bureau. Il a dit qu'il essaierait de venir pour le dessert. Il n'est jamais venu. Je suis allé me coucher ce soir-là dans la suite de l'hôtel, le cœur au bord des lèvres. Daniel m'a serré dans ses bras. Il sera là demain, Amé. Il a promis. Je sais, dis-je. Il le doit. Le matin du mariage était magnifique. Le ciel était d'un bleu clair et vif. J'ai passé des heures à me préparer. Mes cheveux étaient relevés. Mon maquillage était impeccable. J'ai enfilé la robe blanche. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis senti belle. Je me sentais comme une mariée. Nous étions à l'église. La cérémonie était prévue pour 14 heures. À 13h30, j'étais dans la salle de la mariée. Le photographe prenait des photos. Mes demoiselles d'honneur riaient, buvaient du champagne. Quelqu'un a vu mon père, demandai-je. Il attend probablement dans le vestibule, dit l'une d'elles. À 13h45, j'ai commencé à faire les 100 pas. Mes mains tremblaient. J'ai demandé à ma mère d'aller voir. Elle est revenue 5 minutes plus tard, le visage pâle. Est-ce qu'il est là? Demandai-je. Il ne répond pas à son téléphone, dit-elle, la voix tremblante. La circulation est mauvaise, Amélie. Tu sais comment c'est. Il n'est pas là. Il sera là, insista-t-elle. Il ne manquerait pas ça. À 13h50, mon téléphone a vibré. Il était posé sur la coiffeuse. Je l'ai fixé. Je le savais, au plus profond de moi. Je le savais. Je l'ai pris. Un SMS de papa. Je l'ai ouvert. Ne peut pas venir. Réunion importante de dernière minute. Le contrat d'une vie. Désolé. Envoie des photos. J'ai fixé les mots. Le contrat d'une vie. Mon mariage n'était pas le contrat d'une vie. Je n'étais pas le contrat d'une vie. J'étais un rendez-vous qu'il pouvait annuler. La pièce est devenue silencieuse. Les demoiselles d'honneur ont arrêté de rire. Ma mère m'a regardé, a vu le téléphone et a fondu en larmes. Oh, Amélie. Oh, ma chérie. Il y a tellement de pression. Arrête, dis-je. Ma voix était étrangement calme. Arrête de lui trouver des excuses. On peut attendre, dit maman. On peut retarder la cérémonie. Non, dis-je. Nous n'attendons pas, mais qui va te conduire, demanda-t-elle. Étienne peut le faire. Étienne, viens ici. Non, dis-je à nouveau, plus fort cette fois. Je ne veux pas d'Étienne. Je ne veux personne. Je me suis levé. J'ai vérifié mon maquillage. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient là, brûlant derrière mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Si je commençais à pleurer maintenant, je ne m'arrêterais jamais. Je devais être forte. Je devais être faite de pierre.
Je suis sorti de la pièce. Je suis allé au fond de l'église. Les portes étaient fermées. Je pouvais entendre la musique de l'orgue. Les invités attendaient. Daniel attendait. L'organisatrice m'a regardé, confuse. « Où est votre père ?»« Il ne vient pas, dis-je. Ouvrez les portes. »« Êtes-vous sûr de vouloir y aller seul ?»« Ouvrez les portes. » Les lourdes portes en bois se sont ouvertes. La musique a enflé pour la marche nuptiale. Tout le monde s'est levé et s'est retourné. J'ai vu la mère de visage. J'ai vu Daniel debout à l'autel, l'air beau et inquiet. Et puis j'ai vu la place vide au premier rang, à côté de ma mère. La chaise vide. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Tout le monde me regardait, puis regardait l'espace vide à côté de moi. Je pouvais entendre les murmures, la confusion, la pitié. Pauvre Amélie. Son père n'est pas venu. J'ai pris une grande inspiration. J'ai serré mon bouquet si fort que la tige s'est cassée et j'ai commencé à marcher. Un pas, puis un autre. J'ai descendu cette longue allée seule. J'ai gardé la tête haute. Je n'ai pas regardé ma mère qui sanglotait dans un mouchoir. Je n'ai pas regardé Étienne qui avait l'air de s'ennuyer. J'ai gardé les yeux fixés sur Daniel. Il était la seule chose réelle dans la pièce. Quand je suis arrivé à l'autel, Daniel s'est avancé. Il n'a pas attendu le prêtre. Il est descendu, a pris ma main et a murmuré, « Je suis là. Tu n'es pas seul. » Je l'ai regardé et c'est à ce moment-là qu'une seule larme s'est échappée. « Je sais, » murmurai-je. Nous nous sommes mariés. J'ai prononcé mes vœux. J'ai souri pour les photos. Mais à l'intérieur, quelque chose était mort. La petite fille qui voulait l'approbation de son papa était partie. Elle est morte dans cette allée. À sa place, une femme était née. Une femme qui réalisait que si elle voulait quelque chose dans cette vie, l'amour, le succès, la paix, elle devrait le construire elle-même. Je n'ai pas parlé à mon père pendant 1 an après ça. Il a envoyé un mixeur en cadeau 3 semaines plus tard. Pas de carte, juste un mixeur. Je l'ai renvoyé. Après le mariage, j'ai changé. J'ai arrêté d'appeler à la maison. J'ai arrêté de rendre visite. J'ai réalisé qu'essayer d'obtenir du sang d'une pierre ne faisait que me laisser épuisé et meurtri. J'avais besoin de me concentrer sur autre chose. J'avais besoin de me prouver à moi-même que je n'étais pas sans valeur. Daniel et moi avons déménagé en Bretagne. Nous voulions un nouveau départ, loin des ombres pluvieuses de Lyon et de la toxicité de ma famille. J'avais un petit fonds en fiducie de ma grand-mère. Pas une somme énorme, mais assez pour un acompte. J'ai trouvé une propriété à vendre sur la côte. C'était une vieille auberge de pêcheurs délabrée appelée l'auberge de la Crique des Pins. C'était un désastre. Le toit fuyait, les planchers pourrissaient, et ça sentait le moisi et les vieilles cigarettes. « Tu es sûr de ça ?» demanda Daniel, en regardant la peinture qui s'écaillait. « Je le vois, » dis-je, regardant au-delà de la pourriture. « Je vois ce que ça pourrait être. » Je l'ai acheté. Et puis je me suis mis au travail. Je n'ai pas engagé une grosse équipe de construction. Je ne pouvais pas me le permettre. C'était juste moi, Daniel, et 2 gars du coin que nous avions embauchés. Pendant 2 ans, je n'ai pas pris un seul jour de congé. Je me levais à 4 heures du matin tous les matins. Je mettais des bottes de travail et une salopette. J'ai appris à poncer les planchers. J'ai appris à réparer la plomberie. J'ai peint chaque mur moi-même. Mes mains, autrefois manucurées, sont devenues rugueuses et calleuses. Mon dos me faisait constamment mal, mais j'adorais ça. Chaque clou que je martelais, c'était comme si je martelais mon passé. Chaque mur que je peignais, c'était comme si je recouvrais les souvenirs de cette chaise vide. Nous l'avons rebaptisé l'Étincelle. Nous avons ouvert avec seulement 10 chambres. Je travaillais à la réception. Je nettoyais les toilettes. Je préparais le petit déjeuner dans la cuisine. Daniel s'occupait de l'aménagement paysager, transformant les mauvaises herbes envahissantes en un jardin forestier magique. Le premier mois, nous avons eu 3 clients. Je les ai traités comme des rois. Je me suis assuré que leur café était parfait. J'ai laissé des notes manuscrites sur leurs oreillers. Je voulais qu'ils ressentent la chaleur que je n'avais jamais eue. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Les gens ont commencé à écrire des critiques. L'endroit le plus accueillant de la côte. Un joyau caché.
La propriétaire vous fait sentir comme si vous faisiez partie de la famille. Famille. Ce mot me faisait mal avant. Maintenant, c'était mon modèle économique. À la fin de la première année, nous étions complets pour les 6 mois à venir. Nous avons fait des bénéfices. J'ai pris ces bénéfices et j'ai acheté le motel délabré d'Aix-en-Grave-Côté. Nous l'avons rénové aussi. Puis nous avons acheté une auberge historique à Bordeaux. Puis un hôtel de charme à Saint-Émilion. Je suis devenu obsédé. Je ne construisais pas seulement des hôtels. Je construisais un empire. J'ai étudié le marché. J'ai appris l'immobilier, la finance et l'hôtellerie. Je suis devenu un requin, mais un requin avec le sourire. Je négociais des accords qui faisaient transpirer des hommes d'affaires chevronnés. Mais je le faisais avec politesse et grâce. 5 ans ont passé. La collection L'Étincelle s'est étendue à 11 propriétés dans l'ouest et le sud-ouest de la France. Nous étions connus pour le luxe, l'intimité et un service incroyable. Pendant ces 5 années, mes interactions avec ma famille ont été minimes. J'envoyais des cartes pour les anniversaires. Ils envoyaient des SMS génériques. Bon anniv. J'espère que tu vas bien. Ils ne savaient rien des hôtels. Enfin, ils savaient que je tenais une petite chambre d'hôte, comme l'appelait Étienne. Ils ne savaient pas que j'étais la PDG d'une société. Ils ne demandaient pas, et je ne disais rien. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'étaient pas intéressés par Amélie la bâtisseuse. Ils n'étaient intéressés que par eux-mêmes. J'ai entendu des bribes de nouvelles par des connaissances. L'entreprise de papa était en difficulté. Le marché changeait et il était trop têtu pour s'adapter. Étienne avait lancé 3 entreprises différentes et tout avait échoué. Papa l'avait renfloué à chaque fois. Cela ne m'a pas surprise. Étienne n'avait jamais appris à travailler. Il avait seulement appris à être loué. Moi, en revanche, j'avais appris à survivre. Je me souviens d'un soir, assise dans mon bureau de notre hôtel phare à Lyon. Oui, j'étais revenu dans la ville, mais selon mes propres termes. J'ai regardé par la fenêtre le panorama urbain. J'avais 30 ans. J'étais riche. J'étais heureusement marié. Et j'avais tout fait sans demander un seul centime à mon père. J'ai regardé le téléphone. Je ne lui avais pas parlé depuis 6 mois. Il te manque, demanda Daniel, entrant et me tendant une tasse de thé. L'idée que je me fais de me manque, dis-je honnêtement. La famille que j'aurais aimé avoir me manque, mais les personnes qu'ils sont réellement ne me manquent pas. Tu as gagné, tu sais, dit Daniel. Ce n'est pas une compétition, dis-je. Mais au fond, peut-être que ça l'était. Peut-être que j'étais encore cette petite fille au concours de sciences, attendant de leur montrer mon ruban bleu. Mais le ruban était maintenant une entreprise de plusieurs millions d'euros. Je ne savais tout simplement pas que le ruban allait devenir beaucoup plus grand. Et que le silence était sur le point de prendre fin. C'était un mardi matin. Il pleuvait, bien sûr. J'étais dans la salle de conférence avec mon équipe de direction. Nous passions en revue les rapports trimestriels. L'atmosphère était électrique. Nous travaillions depuis des mois sur un énorme accord de fusion, faisant appel à des capitaux privés pour étendre la collection L'Étincelle à l'international. Léna, ma directrice financière et meilleure amie, est entrée. Elle tenait une bouteille de champagne et une pile de journaux. Son visage était rouge. On l'a fait, dit-elle. Sa voix tremblait. Fais quoi, demandai-je, levant les yeux de mon ordinateur portable. Elle a claqué le journal sur la table. Le titre hurlait en lettres noires et grasses, la collection L'Étincelle valorisée à 580 millions d'euros dans un accord historique. En dessous, il y avait une photo de moi, une photo que Daniel avait prise. J'avais l'air forte, confiante. 580 millions d'euros, dit Léna. Amélie, tu es officiellement une demi-milliardaire. La salle a éclaté. Mon équipe applaudissait, criait, faisait sauter le champagne. Daniel est entré en courant et m'a soulevé de terre, me faisant tourner. Je le savais, cria-t-il. Je savais que tu pouvais le faire. Je suis resté là, ressentant un étrange mélange d'émotions. De la fierté, oui, du soulagement, absolument, mais aussi un calme tranquille et constant. Je l'avais fait. La fille invisible, l'enfant en trop, la fille qui avait descendu l'allée seule. Elle avait construit un royaume d'un demi-milliard d'euros. J'ai pris une gorgée de champagne. Mes mains étaient stables.
Puis mon téléphone a vibré sur la table. C'était une vibration sèche et agressive contre le bois d'acajou. J'ai baissé les yeux. Expéditeur, papa. La pièce sembla devenir silencieuse même si tout le monde applaudissait encore. Le nom sur l'écran ressemblait à un fantôme. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis Noël, qui était un SMS générique de Joyeux Noël. J'ai pris le téléphone. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. Qu'est-ce qu'il veut, pensais-je. Est-ce qu'il sait? Bien sûr qu'il savait. Il lisait la presse économique religieusement. Il avait probablement failli s'étouffer avec son café du matin en voyant mon visage en première page. J'ai ouvert le SMS. Amélie, dîner de famille à 19h ce soir au cercle. Discussion importante. Ne sois pas en retard. J'ai fixé les mots. Pas de félicitations. Pas de je suis fier de toi. Pas de waouh. Juste une convocation, un ordre, comme si j'étais une employée qu'il convoquait dans son bureau. C'est qui? Demanda Léna, remarquant mon expression. Mon père, dis-je. Il te félicite? J'ai ri. C'était un rire sec, sans humour. Non, il veut une réunion. Tu y vas? Demanda Daniel. Il avait l'air inquiet. Il connaissait la douleur qu'il m'avait causée. Tu n'es pas obligé d'y aller, Amé. Tu ne leur dois rien. J'ai de nouveau regardé le journal. J'ai regardé la valorisation, 580 millions d'euros. Puis j'ai pensé à mon père. J'ai pensé aux rumeurs que j'avais entendues selon lesquelles son entreprise était en difficulté, qu'il hypothéquait tout ce qu'il possédait. Soudain, le SMS prenait tout son sens. Il n'appelait pas parce que je lui manquais. Il n'appelait pas parce qu'il était fier. Il appelait parce qu'il se noyait. Et il venait de réaliser que j'étais la seule bouée de sauvetage en vue. J'y vais, dis-je à Daniel. Pourquoi? Parce que, dis-je en prenant mon sac. Pendant 30 ans, je suis entré dans des pièces en me demandant si j'étais assez bien pour eux. Ce soir, je vais entrer dans cette pièce en sachant que je possède la table. Je me suis tourné vers Léna. Procure-moi un rapport financier complet sur Dubois Entreprises. Je veux tout savoir. Dettes, prêts, privilèges, procès, tout. Je le veux sur mon bureau dans 1 heure. Léna a souri. Elle savait exactement ce que je pensais. Entendu, patronne. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la pluie. La petite fille qui mendiait de l'attention était partie. La femme qui était sur le point d'entrer dans ce dîner ne cherchait pas l'amour. Elle cherchait à tourner la page. Et si mon père pensait qu'il pouvait simplement claquer des doigts et obtenir mon argent, il allait avoir le choc de sa vie. Le jeu avait changé. Et pour la première fois, c'était moi qui détenais toutes les cartes. J'étais assise à mon bureau, la pluie martelant la vitre de la fenêtre. La ville de Lyon semblait grise et floue en dessous de moi. Mais à l'intérieur de mon bureau, tout était net et en haute définition, en particulier la pile de documents que Léna venait de poser devant moi. C'est pire que ce que nous pensions, Amélie, dit Léna. Elle ne souriait plus. Elle avait l'air sérieuse, presque effrayée. C'est un bain de sang. J'ai ouvert le dossier intitulé Audit financier de Dubois Entreprises. Mon père avait toujours été un mythe pour moi. En grandissant, je pensais qu'il était invincible. C'était l'homme qui commandait les salles, qui construisait des gratte-ciel, qui faisait trembler des hommes mûrs d'un seul coup de fil. Je pensais qu'il était fait d'argent. Je pensais que son pouvoir était infini. Mais en regardant ces papiers, j'ai réalisé que le mythe était un mensonge. Explique-moi, dis-je, mon doigt traçant les lignes rouges sur le tableur. D'accord, dit Léna en tirant une chaise. D'abord, la liquidité. Il n'en a aucune. Il est à court de liquidité. Il a hypothéqué ses propriétés existantes pour en acheter de nouvelles, mais les nouvelles ne génèrent pas de revenus. C'est un château de cartes. Les prêts en défaut, dit Léna. Il a 3 prêts majeurs auprès de la banque citadine. Il a manqué des paiements sur tous les 3 depuis 4 mois. La banque a déjà envoyé un avis d'intention de saisie. Ils sont sur le point de saisir le siège social. J'ai senti un frisson glacial. Le siège social, ce bâtiment était sa fierté et sa joie. Il portait son nom en lettres d'or au-dessus de la porte. Et Étienne, demandai-je. Il est vice-président des opérations. Qu'est-ce qu'il a fait? Léna hésita.
Elle tourna à la page 12. C'est le pire. Regarde les comptes de paie et de dépenses. J'ai regardé, ma mâchoire s'est crispée. Étienne touchait un salaire de 400 000 € par an. Mais ce n'était pas le problème. Le problème, c'était les dépenses de la carte de crédit de l'entreprise. Vol en jet privé pour Ibiza, 22 000 €. Suite de luxe à Monaco, 15 000 €. Nouvelle Porsche en leasing, véhicule de société, 3 500 € au mois. Il saigne l'entreprise à blanc, murmurai-je. Papa se noie et Étienne perce des trous au fond du bateau. Et ton père le laisse faire, ajouta Léna. Il n'y a aucune surveillance, aucune discipline. Ton père le couvre, contractant des prêts à court terme à taux d'intérêt élevés juste pour maintenir la masse salariale à flot. Il emprunte à des usuriers, Amélie. Pas littéralement, mais presque. Des prêteurs privés avec des taux prédateurs. J'ai fermé le dossier. J'avais la nausée. Mon père n'était pas seulement mauvais en affaires. Il était dans le déni. Il sacrifiait toute l'œuvre de sa vie pour protéger l'ego de son fils. Il était prêt à faire faillite plutôt que d'admettre qu'Étienne était un échec. Et maintenant, il m'appelait. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas. Il veut que je le sauve, dis-je. Ce soir, au dîner, il va demander un prêt. Il pense probablement que je vais lui faire un chèque de 10 millions, 20 millions juste pour avoir une tape sur la tête. Si tu lui donnes de l'argent, dit Léna, il aura disparu en 6 mois. Étienne le dépensera. Ton père le gérera mal. Ce serait comme jeter de l'or au feu. Je sais, dis-je. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai pensé à la chaise vide à mon mariage. J'ai pensé au ruban du concours de sciences. J'ai pensé au SMS. Ne peut pas venir. Réunion importante. Il ne me respectait pas. Il ne m'aimait pas. Il me voyait juste comme une ressource. Si je lui donnais l'argent, rien ne changerait. Il le prendrait, dirait peut-être un rapide merci, puis retournerait à m'ignorer. Étienne continuerait de se moquer de moi tout en dépensant mon argent en voiture de sport. Je ne vais pas lui accorder de prêt, dis-je en me retournant vers Léna. Alors, tu vas le laisser s'écraser? Demanda Léna. Non, dis-je. Ma voix était d'un calme mortel. Je ne vais pas le laisser s'écraser. Je vais le rattraper. Mais je ne vais pas être son sauveur. Je vais être sa patronne. Léna haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu prépares? Qui détient la dette? Demandai-je. Les gros prêts, ceux qui menacent de saisie. La banque citadine et un fonds d'investissement privé appelé Vanguard Holdings. Mets-les au téléphone, dis-je. Tout de suite. Amélie, il est 16 heures. Les banques ferment. Je m'en fiche, dis-je. Appelle le vice-président des prêts commerciaux de la banque citadine. Dis-lui qu'Amélie Dubois de la collection L'Étincelle veut lui parler. Dis-lui que je veux racheter la dette. Les yeux de Léna s'écarquillèrent. Tu veux racheter la dette de ton père? Je veux tout racheter, dis-je. Chaque hypothèque, chaque privilège, chaque prêt en souffrance. Je veux devenir le créancier. Je ne veux pas donner de l'argent à mon père. Je veux posséder le papier sur lequel sa vie est imprimée. Ça coûtera une fortune, dit Léna. Tu devras liquider certains actifs. Tu devras puiser dans le capital de la fusion. Fais-le, dis-je. Nous avons la valorisation. Nous avons la liquidité. Conclue l'affaire. Je veux que les documents soient signés et les copies numériques dans ma boîte de réception avant que j'entre dans ce dîner à 19 h. Léna me fixa un instant, puis un lent sourire se dessina sur son visage. Elle tapa furieusement sur son téléphone. Je m'en occupe. Je me suis rassise dans mon fauteuil en cuir. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur. C'était l'adrénaline de la chasse. Mon père avait passé toute ma vie à me dire que je n'avais aucune valeur. Il avait passé toute ma vie à me faire sentir petite. Ce soir, quand j'entrerai dans ce cercle privé, je ne serai pas petite. Je serai la chose la plus importante dans la pièce. Je le posséderai, en fait. Je ne faisais pas ça par vengeance, me disais-je. Je le faisais pour la clarté. Je devais lui montrer une fois pour toutes que la fille qu'il ignorait était la seule capable de se tenir droite. J'ai regardé l'horloge. 16 h 15. J'avais moins de 3 heures pour acheter un empire.
Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de négociations à haut risque. Je n'ai pas quitté mon bureau. J'avais 2 téléphones en même temps. Sur une ligne, j'avais le vice-président de la banque citadine. Sur l'autre, j'avais mon équipe juridique. Mademoiselle Dubois, dit le banquier, sa voix douce mais surprise. C'est très inhabituel. Racheter un portefeuille en difficulté de cette taille prend généralement des semaines de diligence raisonnable. Je n'ai pas besoin de diligence raisonnable, dis-je, ma voix sèche. Je connais les actifs. J'ai grandi dedans. Je connais les passifs. Je regarde votre avis de saisie en ce moment même. Vous êtes sur le point de saisir les propriétés, ce qui signifie que vous devrez faire face à des enchères, des frais juridiques et une mauvaise presse. Je vous offre une sortie propre. Je rembourserai le principal plus 5%. Virement bancaire aujourd'hui. Il y eut un silence sur la ligne. Les banques détestent les saisies compliquées. Elles adorent l'argent liquide. Plus 5%? Demanda-t-il. Plus 5%. Mais le transfert du privilège se fait immédiatement. D'ici 18h30, je veux être la détentrice légale de l'hypothèque sur la Tour du Bois et les 3 parcs industriels. Un instant, dit-il. Je l'ai mis en sourdine. Je me suis tourné vers mon avocate. Sarah, et les prêts privés. Vanguard Holdings est plus coriace, dit Sarah. Ils savent que votre père est désespéré. Ils lui facturent 18% d'intérêt. Ils ne veulent pas vendre. Offrez-leur le principal et une prime de rachat, dis-je. Dites-leur que s'ils n'acceptent pas, je les entraînerai dans un litige de 3 ans pour pratique de prêt prédatrice. Mon père n'a pas lu les petits caractères, mais moi si. Il y a des clauses là-dedans qui sont à la limite de l'illégalité. Sarah sourit. Vous jouez dur. J'ai appris de l'homme lui-même, dis-je. À 17h45, les accords étaient en cours de conclusion. Le fax bourdonnait. Les signatures numériques volaient sur le serveur sécurisé. Une par une, les notifications apparaissaient sur mon écran. Transfert terminé. Hypothèque Tour du Bois. Transfert terminé. Parc industriel ABC. Transfert terminé. Privilège sur l'équipement. Ça se produisait. Je dépensais des millions d'euros, drainant une partie importante de mes liquidités, mais j'assurais le contrôle. À 18h15, Léna est entrée avec un seul dossier bleu fin. C'est fait, dit-elle. Tu possèdes tout. Techniquement, depuis 5 minutes, ton père a 3 mois de retard sur ses paiements envers toi. J'ai pris le dossier. Il semblait lourd, même s'il ne contenait que quelques feuilles de papier. C'était ça. C'était le levier. Merci, Léna, dis-je. Rentre chez toi. Repose-toi. Bonne chance, dit-elle. Fais-leur voir de toutes les couleurs. Je suis allé dans la salle de bain privée attenante à mon bureau pour me changer. J'avais apporté des vêtements de rechange, sachant que je n'aurais pas le temps de rentrer chez moi. J'ai enlevé mon confortable blazer de travail gris. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué, mais mes yeux étaient brillants. Ils étaient féroces. J'ai mis une robe noire. Elle était simple, élégante et nette. Col montant, manches longues, ajustées. On aurait dit une armure. J'ai mis mes boucles d'oreilles en diamant, celles que je m'étais offertes pour l'ouverture de mon 5e hôtel. J'ai appliqué du rouge à lèvres rouges. Je ne m'habillais pas pour un dîner de famille. Je m'habillais pour un enterrement, l'enterrement de mes espoirs d'enfant. Je suis sorti du bureau et suis descendu au garage. Ma voiture m'attendait, une berline noire élégante. Je suis monté et j'ai conduit dans la nuit pluvieuse de Lyon. Le trajet jusqu'au cercle privé a duré 30 minutes. Je connaissais chaque virage. C'était le club où nous passions chaque brunch du dimanche en grandissant. C'est là que papa jouait au golf pendant que maman buvait des mimosas et me disait de rester tranquille. C'est là qu'Étienne faisait des crises de colère jusqu'à ce que les serveurs lui apportent une glace supplémentaire. Je me suis garé devant le voiturier. Le jeune homme m'a ouvert la porte. « Bienvenue au cercle, madame, dit-il. » Je suis sorti, la bruine se déposant sur mon visage. J'ai serré le dossier bleu contre ma poitrine. J'ai monté le grand escalier. L'odeur de l'endroit m'a immédiatement frappé. Un mélange de vieille cire pour bois, de parfum cher et de stagnation.
Rien n'avait changé ici en 20 ans. C'était un monument au passé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Daniel. Je t'aime. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Souviens-toi de qui tu es. J'ai pris une profonde inspiration. Je savais qui j'étais. Je n'étais plus Amélie la victime. Je n'étais plus la fille qui pleurait dans le vestibule de l'église. J'étais Amélie Dubois, PDG de la collection L'Étincelle. Je me suis dirigé vers la salle à manger privée au fond du hall. Je pouvais entendre leur voix avant même d'ouvrir la porte. La voix tonitruante et agitée de mon père. Où est-elle? Il est 19h05. Elle est en retard. Irrespectueux. Le ton apaisant et nerveux de ma mère. Elle va arriver, Jean-Pierre. La circulation est mauvaise. Le ricanement d'Étienne. Elle le fait probablement exprès. Pour faire une entrée. Elle se prend pour quelqu'un de spécial maintenant, juste parce qu'elle a eu de la chance avec quelques hôtels. Je me suis arrêté. J'ai mis ma main sur la poignée de porte en laiton. De la chance. J'avais travaillé 18 heures par jour. J'avais récuré des toilettes. J'avais tout risqué et il appelait ça de la chance. Ce seul mot a durci mon cœur en diamant. J'ai tourné la poignée et j'ai poussé la porte. La pièce était exactement comme dans mon souvenir. Des lambris en bois sombre, un lustre en cristal légèrement trop grand, et une longue table dressée avec du linge blanc. Ils étaient assis au bout. Mon père, Jean-Pierre, était assis en bout de table. Il avait l'air plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Son visage était plus rouge, ses cheveux plus fins. Il portait un costume qui semblait cher mais lui allait mal, comme s'il avait perdu du poids à cause du stress. Ma mère, Evelyne, était assise à sa droite. Elle avait l'air fragile. Elle buvait un verre de vin blanc, sa main tremblant légèrement. Étienne était assis à sa gauche. Il était penché en arrière sur sa chaise, faisant défiler son téléphone. Il avait l'air mou. Il avait le visage d'un homme qui n'avait jamais entendu le mot au nom. Quand je suis entré, la conversation a cessé. « Tu es en retard », a dit mon père. Pas de « bonjour ». Pas de « lève-toi pour m'accueillir ». Juste une accusation. La circulation, dis-je simplement. Je ne me suis pas excusé. Je me suis dirigé vers la chaise vide à l'autre bout de la table, en face de lui. Je me suis assise. J'ai posé le dossier bleu sur la table devant moi, face cachée. « Eh bien, » dit maman, sa voix aiguë et tendue. « Tu es magnifique, Amélie. Cette robe est très chic. »« Merci, maman, » dis-je. « On a entendu la nouvelle, » dit Étienne, sans lever les yeux de son téléphone. 580 millions. C'est fou. Qui as-tu soudoyé pour obtenir cette valorisation? Le travail acharné, Étienne, dis-je froidement. Tu devrais essayer un jour. Il a ricané et m'a finalement regardé. Ses yeux étaient jaloux. Une jalousie pure et sans mélange. Détends-toi, je plaisantais. Ne prends pas la grosse tête. Commandons, grogna papa. Je meurs de faim. Le serveur est venu. Nous avons commandé dans une tension gênante. Papa a commandé un steak. Saignant. Maman a commandé une salade. Étienne a commandé le plat de homard le plus cher du menu. Je prendrai juste de l'eau pétillante, dis-je. Tu ne manges pas, demanda maman. Je ne reste pas longtemps, répondis-je. Papa posa son menu. Il me fixa à travers le centre de table de fleurs fanées. Bon, passons aux choses sérieuses. Nous sommes une famille, alors je vais être direct avec toi, Amélie. Je t'en prie, dis-je. Le marché a été difficile, commença-t-il. Il utilisait sa voix de salle de conseil, celle qu'il utilisait pour manipuler les investisseurs. Nous avons eu quelques problèmes de trésorerie. Temporaire, bien sûr, juste un petit pincement de liquidité. J'ai besoin d'un prêt-relais. Un prêt-relais, répétai-je. Oui, juste pour régler quelques obligations à court terme, pour tenir les vautours à distance. Combien, demandai-je. Il hésita. Il regarda Étienne, puis de nouveau moi. 15 millions. On peut le structurer comme un prêt personnel. Je te rembourserai avec intérêt dans 2 ans. 15 millions, dis-je. Et à quoi cela servira-t-il? Les frais de fonctionnement,
agita Théil la main d'un air dédaigneux. Salaire, fournisseur, l'habituel. Et pour payer la Porsche, demandai-je en regardant Étienne. Étienne se figea. Papa fronça les sourcils. Quoi? Le leasing de la Porsche de l'entreprise, dis-je. Et le jet privé pour Ibiza et la suite à Monaco. Est-ce que mes 15 millions vont aussi payer pour ça? Le visage de papa devint d'un rouge plus foncé. Ce sont les affaires de l'entreprise. Étienne rencontre des clients. Étienne fait la fête, dis-je. Et tu paies pour ça. Surveille ton langage, claqua papa. Il frappa la table de sa main. Je suis ton père. Tu me montreras du respect. J'ai construit cette famille. J'ai construit le toit au-dessus de ta tête. Tu as construit un toit, dis-je calmement. Mais tu n'en as jamais fait un foyer. Arrêtez, cria maman. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Amélie, s'il te plaît. Ton père est sous tellement de stress. Ne peux-tu pas nous aider? Tu as tellement maintenant. Nous sommes une famille. Famille, dis-je. Je regardais la chaise vide à côté de moi. Où était la famille quand j'avais 12 ans et que j'ai gagné le concours de sciences? Où était la famille quand je construisais mon premier hôtel et que je dormais par terre? Où était la famille le jour de mon mariage? Silence. La pièce devint silencieuse. C'était une erreur, marmonna papa. Je t'avais dit que j'avais une réunion. Tu as menti, dis-je. Il n'y avait pas de réunion. J'ai vérifié ton agenda, papa. Je connais des gens. Tu jouais au golf. Tu as manqué mon mariage pour jouer 18 trous. Il ne le nia pas. Il se contenta de me foudroyer du regard. Alors, tu vas garder rancune pour toujours. Tu vas laisser mon entreprise faire faillite. Laisser mon héritage mourir parce que tes sentiments sont blessés. Je ne vais pas le laisser mourir, dis-je. J'ai posé ma main sur le dossier bleu. Bien, dit papa en expirant. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir intimidé jusqu'à la soumission. Je demanderai aux avocats de rédiger le contrat de prêt demain. Pas besoin, dis-je. J'ai fait glisser le dossier bleu sur la longue table. Il a tourné et s'est arrêté juste devant son couteau à steak. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Ouvre-le. Il ouvrit le dossier. Il ajusta ses lunettes. Il lut la première page. Son visage devint blême. Toute couleur s'en est allée. Ses mains se mirent à trembler. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. J'ai racheté ta dette, dis-je. Ma voix était stable, claire et projetée jusqu'au fond de la pièce. J'ai racheté l'hypothèque de la Tour du Bois. J'ai racheté les prêts des parcs industriels. J'ai racheté les privilèges sur l'équipement. Depuis 18 heures ce soir, je suis l'unique créancière de Dubois Entreprise. Étienne arracha le papier des mains de papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je, que vous ne devez plus rien à la banque. Vous me devez de l'argent à moi. Papa leva les yeux vers moi. Il y avait de la peur dans ses yeux. Une peur authentique. Amélie, pourquoi? Parce que tu allais tout perdre, dis-je. La banque allait saisir demain. Tu n'as pas dit ça à maman, n'est-ce pas? Maman haleta. Jean-Pierre. J'ai sauvé l'entreprise, continuai-je. Mais je ne suis pas une partenaire silencieuse, et je ne suis pas une œuvre de charité. Je me suis levé. J'avais l'impression de mesurer 3 mètres. Voici les conditions, dis-je. Avec effet immédiat, Étienne est licencié. Il est retiré du conseil d'administration et privé de toutes les cartes de crédit de l'entreprise. Tu ne peux pas faire ça, cria Étienne en se levant. Papa, dis-lui. Papa ne parla pas. Il lisait le document. Il savait que j'avais le droit légal. Je détenais l'hypothèque. Je pouvais saisir à tout moment. Deuxièmement, dis-je, papa, tu démissionnes de ton poste de PDG. Tu passeras au statut de président d'honneur. Tu n'auras aucun pouvoir de vote. Je nomme une nouvelle équipe de direction pour restructurer la dette et sauver l'entreprise. Tu prends mon entreprise, s'étrangla papa. Mon entreprise? Je sauve les actifs, dis-je. L'entreprise que tu as construite est déjà morte. Tu l'as tuée avec ton ego. Je ne signerai pas, cracha Théil. Je me battrai.
Lis la dernière page, dis-je. Si tu n'acceptes pas ces conditions, je saisis immédiatement. Les serrures seront changées d'ici demain matin. Tu perdras tout. La maison, les voitures, la réputation. Tu seras en faillite. Il regarda le papier. Il me regarda. Il regarda Étienne. Il réalisa qu'il était échec et mat toi. Espèce d'ingrate, bégaya Théil. Il se leva, tremblant de rage. Je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé. Tu as élevé un fantôme, dis-je. Tu as élevé quelqu'un que tu pensais sans importance. Et maintenant, ce fantôme te possède. Tu n'es pas ma fille, siffla Théil. Les mots étaient venimeux. Ils étaient destinés à tuer. Je n'ai pas de fille. Sors d'ici. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Un vieil homme triste, en colère et en échec. Je sais, dis-je doucement. Je ne suis plus ta fille depuis longtemps. Je suis juste la propriétaire maintenant. Je me suis tourné vers ma mère. Elle pleurait en silence. Je suis désolé, maman. Je m'assurerai que tu aies une pension. Tu ne perdras pas la maison. Mais les dépenses s'arrêtent. Je me suis retourné vers la porte. Amélie, cria Étienne. Tu ne peux pas faire ça à la famille. J'ai ouvert la porte. J'ai regardé une dernière fois en arrière. La famille, dis-je, ce sont les gens qui sont présents. Vous ne l'avez jamais été. Je suis sorti. J'ai fermé la porte sur leurs cris. J'ai descendu le couloir, passant devant les serveurs stupéfaits et suis sorti dans l'air nocturne. Je suis sorti du cercle privé et la pluie avait cessé. L'air sentait le frais, un mélange de pain humide et de sel marin. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise là un moment. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de la libération d'adrénaline. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant complètement mes poumons. J'ai attendu la culpabilité. J'avais été conditionné toute ma vie à me sentir coupable chaque fois que je déplaisais à mon père. J'ai attendu que ce poids écrasant s'installe sur ma poitrine. Mais il n'est pas venu. Au lieu de cela, je me sentais plus légère. J'avais l'impression d'avoir porté un sac à dos rempli de pierres pendant 30 ans, et de l'avoir enfin posé. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi. Quand je suis entré dans notre appartement, Daniel m'attendait. Il n'a pas demandé comment ça s'était passé. Il a juste regardé mon visage, a vu la paix dans mes yeux et m'a serré dans ses bras. Nous avons commandé une pizza et regardé une comédie. Je n'ai pas vérifié mon téléphone une seule fois. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Mon téléphone était inondé. 20 appels manqués de maman. 12 SMS en colère d'Étienne. Tu es un monstre. Tu as tout gâché. Comment dors-tu la nuit? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué le numéro d'Étienne. J'ai envoyé un SMS à maman. Je t'aime, mais je ne discuterai pas d'affaires avec toi. Si tu veux me voir en tant que ta fille, on peut prendre un café la semaine prochaine. Si tu veux être la messagère de papa, ne viens pas, elle n'a pas répondu. La transition juridique a été rapide. Mon équipe est intervenue. Ils ont licencié Étienne formellement le lendemain. La sécurité l'a escorté hors du bâtiment. J'ai entendu dire qu'il avait jeté une agrafeuse contre un mur. Papa a signé les papiers. Il n'avait pas le choix. Il s'est retiré dans son bureau à la maison, refusant de parler à quiconque. Il est devenu un reclus, ruminant sur son empire perdu. Je n'ai pas pris de plaisir à leur douleur. Je ne me suis pas vanté. En fait, je n'ai jamais mis les pieds dans la tour du bois. J'ai laissé mon équipe de direction s'en occuper. Je ne voulais pas de son bureau. Je ne voulais pas de sa chaise. J'avais les miennes. Au cours des 6 mois suivants, j'ai commencé à transformer ses propriétés. Les parcs industriels étaient en déclin, alors je les ai réaffectés. J'en ai transformé un en un espace d'art communautaire et en logements abordables pour les artistes. J'en ai transformé un autre en un centre logistique pour les entreprises d'énergie verte. J'ai pris les bénéfices de l'entreprise restructurée et j'ai créé un fonds de bourse d'études pour les filles en STEAM. Des filles comme moi qui avaient de grands rêves mais aucun soutien. J'ai transformé la douleur en objectif. Un après-midi, environ 8 mois plus tard, je visitais un de mes nouveaux hôtels, un centre de retraite dans les Alpes. C'était beau, paisible, calme, entouré d'arbres.
J'ai vu une femme s'enregistrer. Elle avait à peu près mon âge. Elle était avec ses parents. Ils la serraient dans leurs bras, riaient, portaient ses bagages. Le père lui a embrassé le front et a dit « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie ». Je les ai regardés et pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti cette vieille douleur fantôme. Ce sentiment de « Pourquoi pas moi ?» Mais ensuite, Daniel s'est approché de moi. Il a glissé sa main dans la mienne. « Ça va ?» demanda-t-il. J'ai serré sa main. « Oui, ça va. » J'ai réalisé que je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais pas réécrire mon enfance. Mon père ne serait jamais l'homme que je voulais qu'il soit. Ma mère ne serait jamais assez forte pour me choisir plutôt que lui. Étienne ne serait jamais un frère. Et ce n'était pas grave, parce que j'avais brisé le cycle. Je n'étais pas amer. L'amertume, c'est boire du poison en s'attendant à ce que l'autre personne meure. J'avais recraché le poison. J'avais sauvé leur vie financière, non pas parce que je leur devais quelque chose, mais parce que j'étais meilleur qu'eux. Je leur ai montré de la pitié alors qu'ils ne m'avaient montré que du dédain. C'était ma victoire. Je me suis éloigné du hall, entraînant Daniel vers le jardin que nous avions planté ensemble. « Tu as entendu ?» dit Daniel. « Ton frère a trouvé un travail. Vendeur de voitures d'occasion à Saint-Étienne. » J'ai souri. Tant mieux pour lui. Le travail honnête forge le caractère. Et ton père ? Toujours silencieux. Le silence me faisait mal avant, dis-je. Maintenant, c'est juste la paix. Je me tiens dans le hall ensoleillé du sommet, mon hôtel le plus récent et le plus beau. Les murs sont en verre, donnant sur les montagnes. La lumière entre à flots, chaude et dorée. J'ai 32 ans. Je possède une entreprise valant plus d'un demi-milliard d'euros. J'ai un mari qui m'adore. J'ai une vie pleine, riche et entièrement la mienne. Je regarde la caméra, je vous regarde. Il y a un mythe selon lequel la famille est tout. Que vous devez rester à leur côté, peu importe à quel point ils vous blessent. Que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas vrai. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, c'est un comportement. Si votre famille vous fait sentir petit, si elle vous fait sentir invisible, si elle ne vous appelle que quand elle a besoin de quelque chose, ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Vous ne leur devez pas votre âme juste parce qu'ils vous ont donné leur ADN. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre cela. J'ai passé des années à attendre des excuses qui ne sont jamais venues. J'ai passé des années à essayer d'acheter leur amour avec mes réussites. Mais on ne peut pas acheter ce qui n'est pas à vendre. Et on ne peut pas remplir une tasse qui a un trou au fond. Le moment où j'ai arrêté d'essayer de leur plaire a été le moment où j'ai commencé à voler. Je leur ai pardonné. Pas pour eux, mais pour moi. Je leur ai pardonné pour ne plus porter la colère. Je leur ai pardonné et puis j'ai tourné la page. J'ai construit ma propre table. J'ai invité des gens qui m'aimaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Je regarde mon téléphone. L'écran est clair. Pas de SMS frénétique. Pas d'exigence. Juste une photo de moi et Daniel souriant sur une plage. Je mets le téléphone dans ma poche. Je me retourne vers la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur l'empire que j'ai construit de mes propres mains. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez invisible dans votre propre maison, si vous êtes l'enfant en trop, si vous êtes celui qu'il sous-estime, écoutez-moi. Vous êtes fort. Vous êtes capable et vous n'êtes pas seul. N'attendez pas qu'ils vous donnent la permission d'être grand. Ils ne le feront jamais. Prenez cette douleur, prenez ce rejet, et utilisez-le comme carburant. Construisez votre propre château. Et quand vous serez au sommet, souvenez-vous de qui vous y a amené. C'est vous.